Votre quotidien à la loupe, de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Première, en radio et en télé. Merci d'être avec nous, tous réunis, tous rassemblés pour cette grande discussion quotidienne relayée sur tout le pays au travers des ondes de votre radio, de votre télé ou d'Internet. Ceux qui ont la chance de se trouver confinés en famille ou entre amis retrouvent les plaisirs des jeux de société, des grandes discussions interminables à refaire le monde et aussi les moments partagés en cuisine et à table. Et bien aujourd'hui, nous allons renouveler votre panoplie d'idées culinaires et gastronomiques. À l'aide de nos invités, vous allez apprendre à faire un poé, des achats. Vous saurez tout sur la lactofermentation, etc., etc. Et oui, émission gourmande et légère aujourd'hui. Seront avec nous et donc avec vous les célèbres chefs Gaby Levionnois et Samuel Machon. Nous recevrons aussi Giovanni et sa maman et également Clarisse de Canala qui va nous donner une bonne recette de poé à la citrouille. Et puis... Votre quotidien à la loupe, dans Ligne Directe, de 8h à 9h sur La Première. Donc aujourd'hui, David, c'est une émission multigénérationnelle qu'on a avec des jeunes, des moins jeunes et puis des gens au milieu. On va également faire cette émission avec vous, chers auditeurs, au 258 258. Appelez-nous si vous avez des recettes à partager, si vous voulez témoigner de votre confinement, de l'organisation à la maison. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui font à manger? Est-ce que vous en avez marre des fois et c'est les enfants qui font à manger? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que vous vous amusez en famille autour de la cuisine? N'hésitez pas à témoigner au 258 258. Et également à poser vos questions aux chefs qui seront assis sur cette grande table à travers tout le territoire. Et pour commencer, on part à Canala, on retrouve Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Bonjour Clarisse. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être venu vous asseoir à cette grande table ce matin. Alors vous Clarisse, vous êtes confinée du côté de Canala. Comment ça se passe? Oh, ça va, on reste à la maison. Ouais. Avec enfants, non, ça va, c'est bien. Et vous cuisinez beaucoup pendant cette période de confinement, plus que d'habitude? Oh, pas plus que d'habitude, comme d'habitude. Comme d'habitude? Vous êtes toujours derrière les fourneaux à cuisiner? Voilà. Mais là, l'avantage, est-ce que finalement ce confinement, c'est aussi une occasion de se retrouver un petit peu en famille, de passer vraiment des temps privilégiés et peut-être derrière les fourneaux aussi à faire autre chose, mais est-ce que vous pensez que vous vous retrouvez un petit peu plus que d'habitude? Oui, avec les enfants, c'est une bonne chose parce qu'ils nous aident à préparer les petits aliments quand on veut faire quelque chose. C'est eux qu'on entend derrière. Oui, il y a une. Et comment elle s'appelle? C'est une fille. Et elle a quel âge? Elle a 2 ans. 2 ans. Et 2 ans déjà, est-ce qu'elle arrive à aider à la cuisine? Vous lui donnez des choses à faire ou quand même c'est un peu compliqué? Ah oui. Elle aide beaucoup. Parce qu'à cet âge-là, il faut en général cuisine et peinture en même temps. Hein. Et alors vous, comment est-ce que vous vous organisez? Comment sont aménagés les repas, les cuisines, les temps de cuisine? Vous mangez vraiment 3 repas assis tous ensemble? Ça se passe comment, vous, en tribu à Canala? Oui, on mange toujours en famille. C'est une grande table, quoi. Mm-hmm. Voilà, avec les petits-enfants, les petits-enfants. Et qu'est-ce que vous cuisinez? Qu'est-ce que vous cuisinez tous ensemble? Oh, de tout, hein. Ouais, comme quoi, par exemple, aujourd'hui, c'est quoi le menu, par exemple? Bon, le menu d'aujourd'hui, cœur de bambou, poulet, avec des ignames. Mm-hmm. Nouvelle liame. Et alors vous avez un truc bien particulier, pour vous en tout cas, c'est le poé à la citrouille. Vous vouliez me donner une recette, un truc pour ne surtout pas le rater, c'est ça? Oui, je voudrais partager un peu ma recette de poé à la citrouille. Alors avant que vous nous donniez cette recette, on va accueillir Giovanni tout de suite. Bonjour Giovanni. Bonjour. Bonjour Giovanni. Comment ça va? Très bien. Alors, Giovanni, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté cette invitation. Giovanni, toi tu as 8 ans et tu es déjà cuisinier autonome et auteur d'un blog culinaire, c'est ça? Oui. Comment s'appelle ton blog et qu'est-ce qu'on y trouve? Mon blog s'appelle Recettes Piémontaises et on trouve beaucoup de cuisine. Mm-hmm. Voilà, avec maman, ça doit être. Ah, alors on a à Canala Clarisse qui se fait attaquer par les enfants. Et Giovanni, alors recette piémontaise, pourquoi ce site s'appelle, pourquoi tu l'as appelé recette piémontaise? Parce que je suis d'origine italienne et comme le Piémont c'est en Italie, on l'a appelé recette Piémont.
16. D'accord. Et oui, Marine? Ça s'entend un petit peu que tu es d'origine italienne, Giovanni, avec un nom comme ça. Et alors, sur ton blog, Recettes Piémontaises, donc qu'est-ce qu'on peut trouver et qu'est-ce que tu cuisines, toi? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Ben, beaucoup de choses. Ouais, comme quoi, par exemple? Il y a... Il y a quoi? Il y a beaucoup trop de choses. Là, par exemple, quand on tombe sur la première page de ton blog, on tombe sur une recette de graines bol. Qu'est-ce que c'est, ça, les graines bol? Bah, ces graines bol, on met n'importe quel fruit. On prend du lait de coco et de l'huile de coco pour le faire. On met quelques graines à la fin. On mixe et après on met les graines et un petit déjeuner qui aide à travailler. D'accord, donc ça, c'est un petit déjeuner que tu te fais tous les matins? Oui. D'accord, et c'est toi qui le fais tout seul? Oui. Ouais. Et là, en ce moment, tu es confiné avec ta famille, tu es du côté de Koné, hein, Giovanni, c'est ça? Oui. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'anniversaire de mariage de tes parents? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, un velouté d'anniversaire, il faut juste de l'eau. Pour faire le bouillon de légumes, il faut de l'eau, des carottes, de l'oignon, du céleri, un peu de poireaux et un bouquet garni, plus des clous de girofle et aussi quelques graisse de canard. De canard. Et je mets dans la soupe. Après, pour faire la soupe, je mets de la courge, des pommes de terre, de l'oignon, le bouillon que j'ai fait tout à l'heure avec les légumes, la crème fraîche. Après, je sers et je mets un petit peu de graines de courge et du jambon croquant. On met au four le croquant. Et ça, tu fais ça tout seul? On te laisse utiliser les couteaux, les casseroles, tout ça à la maison? Le mixeur. Tu mets un petit tabouret et puis c'est parti, quoi? Oui. C'est ça? Ok. Bon. Et est-ce que tu fais du poé des fois, toi? Du quoi? Du poé. Tu sais ce que c'est, le poé? Non. Eh ben regarde, il y a Clarisse qui est à Canala et qui va t'expliquer. Vous êtes toujours là, Clarisse? Oui. Alors, je vous présente Giovanni, vous avez vu, 8 ans déjà au fourneau et c'est lui qui prend les commandes à la maison. Ben, c'est bien. C'est rigolo. La relève. Et par contre, il connaît pas le poé. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est puis lui donner votre recette, peut-être? Ok. Ben, le pouet, c'est T'écoutes, Giovanni. Hein. un plat tahitien. C'est un plat tahitien que les Tahitiens, les Polynésiens, ils le préparent à la citrouille cette fois-ci. Ils peuvent le faire à la banane et à la citrouille, voilà. Alors, les ingrédients que tu as besoin pour faire une poêle, c'est une citrouille, une moyenne citrouille, avec du sucre, du tapioca et du lait de coco. Alors, avec les petits-enfants, ben, on essaye de répartir à chaque fois le travail en groupe, s'ils sont nombreux, ou un par un. Alors, d'abord, il faut couper la citrouille en tranches, en petites tranches, comme ça les petites mains peuvent les éplucher. Voilà. Et après, les découper en petits parts. On fait des petits carrés pour des citrouilles. Et après, il faut les faire bouillir. On les fait bouillir de l'eau. Nous, c'est toujours au feu. Là, c'est pas les enfants qui sont autour du feu quand même, Non. Et pour le chaud, quand c'est chaud, ce qui est chaud, c'est la mamie qui le fait. Voilà. Voilà, je le fais bouillir et après 50 à 60 minutes, la citrouille, elle est cuite. Alors, je les goûte après dans une grande passoire. Oui. Et c'est là qu'on fait le travail. Alors, on va mettre dans un grand plat. On va compter des bols. Hein. Moi, je le fais en bol, les citrouilles. Alors, s'il y a 5 bols de citrouille, j'ajoute 4 bols de tapioca. Tapioca, c'est la farine de manioc. Vous la faites vous-même, la farine de manioc? Non, je l'achète. Voilà. Sinon, il y a 4 bols de sucre. J'ajoute 4 bols de sucre. Et l'astuce qu'il faut faire, c'est de mettre les bols de coco. 2 bols de coco. Là, avant de l'enfourner au four. Vous mettez la coco avant de mettre au four, pas après. Voilà, avant pour faire. C'est pour ça que mon tapioca
Mon pourri, il est souvent bien réussi parce que je mets du coco. C'est ça le secret. Oui, je mélange le tout et je l'enfourne. Et donc là, vous mélangez tout ça, le tapioca, la citrouille, le sucre et le coco Et le coco, et après, on le met au four. On le met dans un plat à four et on l'enfourne pendant 45 à 50 minutes. Et après, on le ressort et on le laisse refroidir pendant 2 heures à peu près, ou une nuit carrément. Et le matin, c'est là qu'on le découpe. On découpe en petits morceaux et on l'enfourne. Encore? On l'enfourne. On le met dans le frigo plutôt. Pardon. On le met au frais. On le met au frais. Voilà. D'accord. Et là, le met au frais. Vous remettez du lait de coco ou pas? Oui, c'est après, quand on va le servir, on met le lait de coco. Voilà. Mais froid ou tiède le lait de coco? Oh, normal. Normal, température? Oui, parce que si vous le glacez avec le lait de coco, ça fait épaissir le lait de coco. Oui, voilà. Et alors oui, allez-y, Clarisse, pardon. Non. Oui. Non, j'allais dire de Canala, on va retourner à Connay, retrouver Giovanni. Giovanni, tu as des questions par rapport à la recette de poêle à la citrouille de Clarisse? Non. Ça te donne envie ou pas? Vous allez voir sur mon blog. De quoi? Pardon? Vous allez voir sur mon blog. De Il y a quoi? plein de recettes. Ah oui, sur ton blog, oui, il y a plein de recettes, mais il n'y avait pas le poé, donc peut-être que tu vas pouvoir essayer et rajouter ça à ton arsenal culinaire. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Clarisse d'être passée nous donner cette petite recette. Merci beaucoup de nous avoir donné un petit peu cette touche de Canala ce matin avec ce poé à la citrouille. Belle journée à vous. Bonne journée. Bonne journée Clarisse, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, oui. On va rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous appeler au 258 258. Si vous aussi vous voulez partager une recette ou témoigner un petit peu de comment ça se passe à la maison, n'hésitez pas. Et puis dans un instant, on va recevoir nos chefs également, donc vous pourrez leur poser vos questions. On va tout de suite recevoir notamment Samuel Machon. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous, Samuel, vous faites partie des chefs assez connus sur le territoire, notamment pour l'implication que vous mettez dans la cuisine, on va dire, locale. Vous n'êtes plus restaurateur à proprement parler depuis quelques temps. Vous donnez des cours de cuisine à domicile mais aussi dans collectif. Différents endroits également. C'est oui, ça. En effet. Là où je peux, en fait. Donc parfois à domicile et puis chez les restaurateurs que je connais, qui acceptent de me louer ou me prêter leur salle. Et puis aussi pour les institutions, dans les centres de vacances et les écoles. Alors, est-ce que vous avez des élèves aussi jeunes que Giovanni? Ah oui, même beaucoup plus jeune. Il ouais. m'est même arrivé de faire entre guillemets, des cours de cuisine aux tout petits 18 mois à 3 ans. 18 mois 18 mois, oui. Alors là, on est plus dans la découverte. On ne fait pas des grandes recettes. Voilà. On va tout de suite accueillir Gaby Levionnois, chef et grand chef calédonien également. Bonjour Gaby. Allô? Ah, il n'est pas encore avec nous. Bon, il va nous rejoindre dans... Si, Gaby, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Bonjour. Bonjour Gaby. De Gaby Levionnois, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de... Radio, excusez-moi. Bonjour les auditeurs. Salut Samuel. Bonjour Gaby, tu vas bien? Oui, vous connaissez très bien a priori tous les deux. On va en venir notamment via le réseau Les Chefs Solidaires dont on va parler dans quelques minutes. Mais d'abord, bonjour et bienvenue Gaby Levionnois. Alors je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter encore aujourd'hui, tellement les Calédoniens vous connaissent au travers de vos actions culinaires à travers tout le pays que vous menez depuis pas mal d'années. Vous êtes notamment chef gérant d'un restaurant assez fameux sur la place à Nouméa. Et alors, oui. juste... Fameux. Très fameux. Non, mais vous êtes sûr, vous parlez de qui là? En tout cas, alors aujourd'hui, on l'a dit, on va faire une émission un peu légère. On va être là pour donner des recettes, des trucs, des astuces, pour donner des idées à nos auditeurs et nos téléspectateurs de quoi cuisiner pendant cette période de confinement. Mais tout d'abord, tous les deux, en tant que restaurateurs, comment ça se passe? Comment vous vivez cette crise de confinement? Est-ce que vous arrivez est-ce que vous avez réussi à rebondir? Peut-être Samuel d'abord? Samuel Machon? Moi, pas vraiment, parce que comme je suis en présentiel avec les gens,
et qu'on est censé être tous confinés, je ne peux plus exercer, moi. Mais bon, cela dit, je relativise et puis j'en profite pour mettre ce temps-là à profit pour faire d'autres choses. Voilà. Et la cuisine, les cours de cuisine par visioconférence, par Internet, c'est pas envisageable? Alors j'y ai pensé, mais malheureusement, le temps de mettre ça en place, etc. Puis j'ai fait des propositions aux gens, mais les gens ne sont pas revenus vers moi pour ça, en tout cas pour le moment. D'accord. Et vous, Gaby Levionnois, donc, est-ce que vous avez réussi à adapter l'activité de votre restaurant à cette période un peu particulière? En fait, nous, on a carrément on a fermé le restaurant, comme beaucoup de nos confrères. Faut dire qu'on s'est pris un choc, tout le monde a été pris par surprise. Et donc, en fait, on a carrément fermé et finalement, on s'est orienté, après avoir mis des protocoles en place en termes sanitaires et d'hygiène, on s'est orienté sur un drive-in. Donc, en fait, on a sectorisé toutes les séquences de travail, que ce soit du fournisseur qui livre jusqu'à la fabrication et jusqu'à ce que la personne elle vienne chercher en fait en voiture sa commande. Donc, le contact client, il n'y a qu'une personne qui l'a et le contact fournisseur, il n'y a qu'une personne qui l'a et on a mis vraiment des protocoles en place, quoi. Et est-ce que les consommateurs, les clients, on va dire entre guillemets, jouent le jeu ou en tout cas sont présents, répondent à cette offre que vous proposez? Oui, je pense qu'ils répondent sur deux aspects. C'est ils ont besoin de continuer à manger. Quand on a des enfants à la maison, tout ça, c'est quand même pas évident de s'occuper de tout le monde, de faire à manger. Faut dire que on va faire à manger du matin jusqu'au soir. Faut nourrir, faire les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. Donc, pour quelqu'un, ça peut vite être prenant si on a beaucoup d'enfants. Il y a des personnes qui continuent à travailler, surtout dans le secteur médical, donc ça aide. Et puis la deuxième chose, c'est que les gens sont solidaires. Le ventre du pays, il faut quand même qu'il continue à tourner. Vous savez, on peut rester confiné, mais il faut quand même manger. Et nous, restaurateurs, on participe aussi à alimenter la population. Et on va le redire tout à l'heure, vous avez participé en tout cas à la mise en place de la plateforme Miam Miam Local qui aide justement les gens à pouvoir continuer à se nourrir avec des produits frais. On va revenir plus avant, mais on va peut-être rappeler aux auditeurs que... Mais justement, si vous avez recours à des nouvelles solutions comme ça, des drive-in, des restaurants, des services de gamelles, des snacks qui se sont adaptés, et si vous aussi vous avez recours à cette vente à emporter ou en livraison pour vous nourrir, parce que faire 3 repas par jour, c'est un petit peu compliqué parfois logistiquement, que ça prend trop de temps, n'hésitez pas à nous appeler au 258 pour témoigner. Et on voulait vous présenter quelqu'un. Giovanni, tu es encore là? Oui. Alors Giovanni, c'est un petit cuisinier, il a 8 ans, il a déjà monté et il écrit sur un blog culinaire et c'est quasiment lui qui fait la cuisine chez lui tout seul à la maison. Est-ce que Giovanni, est-ce que tu as des questions à poser à nos 2 chefs qui sont là tout de suite? Non, pas comme ça? Est-ce que plus tard, Giovanni, toi aussi, tu as envie d'être chef cuisinier? Oui. Ouais, c'est le métier que tu as envie de faire? Bonne réponse. Est-ce que vous, déjà, tous les deux, donc je rappelle, Samuel Machon et Gaby Levionnois, quand vous aviez 8 ans, vous étiez un petit peu comme notre ami Giovanni, passionné et déjà derrière les fourneaux chez vous? Gaby, vas-y, je te laisse répondre en premier. Allez. Oui, moi, ça a commencé très tôt, ouais. En fait, ça a été pour moi une façon de prendre soin de mes frères et sœurs et de faire à manger à la maison. Et on vivait à Tahiti. Après, on est venu en Calédonie. À l'âge de Giovanni, à 8 ans, j'étais en Calédonie. Et en fait, on était quand même une famille nombreuse, donc tout le monde participait. Ça a un peu commencé comme ça, en fait. C'est qu'il fallait faire à manger pour la famille et que les grandes familles, chacun met la main à la pâte. Mais qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a fait accrocher à cette discipline? C'est le fait de faire plaisir aux autres? Moi, ce qui m'a plu, c'est manuel déjà. Je trouve que c'est amusant de faire à manger. On a plein d'ingrédients qui sont bruts et puis à un moment donné, on commence à les transformer, les couper. Je veux dire, c'est un métier manuel et créatif et en plus, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je trouve que ça regroupe plein de notions qui sont vraiment intéressantes. Et c'est nourrissant et nourricier. Voilà. Et vous, Samuel? Je rejoins un peu ce que dit Gaby sur la fin. C'est nourrissant et nourricier, c'est très agréable. Et moi, par contre, quand j'étais petit, je cuisinais pas tant que ça. Par contre, c'est mon père qui cuisinait à la maison et ma grand-mère était lyonnaise.
Donc, ceux qui connaissent un peu la France et la culture lyonnaise gastronomique sauront de quoi je parle. Donc, on se faisait de sacrés gueuletons. Et voilà comment je suis tombé dedans, moi. D'accord. Et où est venue l'envie de faire une profession ? Mais là, par contre, c'est un hasard total. Ouais. Je suis tombé là-dedans par hasard. Et il se trouve que, comme Gabi, j'ai trouvé ça extrêmement agréable à faire. Voilà. Et toi, Giovanni, qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais dans la cuisine ? Pourquoi tu aimes cuisiner ? Pourquoi tu aimes faire des recettes ou faire à manger à tes parents ? Parce que j'ai vu une émission de recettes et ça m'a bien plu. Et donc, je voulais faire des recettes et tout. Tu trouves ça amusant ? Hein ? Est-ce que tu trouves ça amusant ? Est-ce que ça t'amuse ? Oui. Très bien. Et alors, en ces périodes de confinement, on passe beaucoup de temps à la maison, en famille ou entre amis, dans les cuisines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs aujourd'hui pour essayer d'étoffer un petit peu sa panoplie culinaire, gastronomique à la maison ? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ? Quels sont les produits de saison à cuisiner ? Ou on peut peut-être faire des conserves ou des choses comme ça ? Vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment, par exemple, Samuel ? Alors moi en ce moment je suis en plein dans la lactofermentation. Donc je trouve des produits de saison bien poussés, c'est-à-dire sans pesticides, etc. Et j'en fabrique des conserves, mais des conserves donc en lactofermentation. C'est un procédé qui permet aux aliments de se conserver extrêmement longtemps et qui permet aussi à toutes les vitamines qui se trouvent dans ces aliments d'être mieux assimilées par le corps humain. Donc on est tout gagnant là-dessus. Et puis aussi, je fais plein d'autres choses. Je fais des vinaigres. Je fais aussi toutes les choses qui me prennent un peu de temps et que j'avais pas le temps de faire avant. Je fais pas mal aussi de fruits noirs, donc pommes noires, échalotes noires, ail noir. Je me fais des essais, je me trompe, je recommence. Enfin voilà, je m'amuse beaucoup. Et puis mon fils est avec moi, il a 5 ans. Bon là, il est à côté, mais il participe aussi beaucoup à tout ça. La lactofermentation, on peut rentrer un peu dans les détails ? Qu'est-ce que c'est et comment ça se passe, s'il vous plaît ? Alors la lactofermentation, c'est le développement de bactéries anaérobies, donc qui vivent sans oxygène, qu'on va mélanger, qui se trouvent à peu près partout sur nous, sur les aliments, sur la peau des aliments, etc. Ces bactéries vont venir se nourrir du glucose, des glucides qu'ils trouvent dans les aliments. Donc on va mettre nos aliments, par exemple une carotte râpée. On va prendre une carotte râpée, on va rajouter de l'eau et un petit peu de sel. Le sel va servir à annihiler les bactéries pathogènes, celles dont on ne veut pas, celles qui vont faire pourrir notre aliment. Et on va fermer hermétiquement ce bocal avec cette eau, ce sel et la carotte, en l'occurrence. Et on va laisser ça minimum 7 jours à température ambiante. En sachant qu'au bout de 7 jours, la fermentation va se stabiliser, à peu près sur un pH 4. Les bactéries vont se mettre en sommeil. Et là, on va pouvoir garder ce bocal de carottes râpées pendant extrêmement longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. Alors ça vient d'où le lacto ? Parce qu'on pouvait penser à du lait, mais là vous n'avez pas parlé de lait ? Non, pas du tout. Alors non, c'est parce qu'on parle de bactéries lactiques. Voilà, ce sont les types de bactéries qui rentrent dans la fermentation, dans cette fermentation-là. C'est pour ça qu'on appelle ça fermentation lactique. Donc Samuel, là c'est très simple ce dont vous avez parlé. On met des carottes râpées dans un bocal, on recouvre d'eau et de sel. Comment il faut doser l'eau et le sel ? Par exemple, pour les carottes râpées, ce sont des légumes qui rendent peu de jus, d'accord ? Donc, on va être obligé de rajouter de l'eau dedans, salée environ 20 à 30 grammes par litre. Ça dépend, d'accord ? Il faut savoir qu'on peut ne pas mettre de sel du tout, ça fonctionne quand même. Mais on prend un tout petit peu plus de risque parce que le sel, comme je disais tout à l'heure, va venir annihiler les bactéries pathogènes, d'accord ? Ensuite, si on peut utiliser du chou, par exemple, qui lui rend beaucoup d'eau. Donc là, on va pas mettre d'eau, on va juste prendre notre kilo de chou, nos 30 grammes de sel, 20 à 30 grammes de sel. On va laisser dégorger ce chou et on va utiliser le jus du chou qui va nous servir de liquide. Et on va mettre tout ça dans un bocal, de la même manière que la carotte, et on va fermer hermétiquement. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même ces bocaux à joint, là, et le type parfait, là. Avec les petits clips là sur le côté. Voilà, ça peut marcher aussi avec les bocaux à vis, mais ça peut moins bien marcher, donc voilà. Et ça marche avec... Oui, allez-y, pardon. Pardon, oui, voilà. Et ça marche avec le concombre, je sais pas, les radis, ça marche avec de préférence, on choisit toujours des aliments frais, bien poussés et relativement fermes. Ceux qui sont moins fermes, comme la tomate cerise, par exemple, on peut le faire, mais au bout d'un certain temps, de quelques semaines, voire quelques mois, elles vont devenir très molles. Alors, ça n'empêche pas de les utiliser, on peut faire des sauces tomates, on peut faire plein de choses avec, évidemment, mais elles seront plus aussi rondes et aussi fermes que quand vous les avez cueillies. Voilà. Et peut-être un légume que presque tout le monde a dans son jardin, la papaye, ça marche avec la papaye ? Bien sûr,
Verte ou mûre? Verte, j'imagine. Alors, on peut très bien le faire avec de la papaye verte pour se faire des belles salades ou peut-être aussi partir sur des choses un petit peu plus techniques comme des choucroutes de papaye verte, etc. Et on peut aussi utiliser des fruits. Moi, je fais des chutneys de papaye, d'ananas, de mangue, mûr, donc, avec ce procédé-là. Alors le chutney, c'est encore un autre procédé, mais juste pour rester un petit peu sur la lactofermentation, ça a quel goût? C'est bon ou c'est vraiment juste un moyen de conserver les légumes et... Non, ça développe des arômes extrêmement intéressants à toutes les étapes du développement de la fermentation. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, on va avoir un goût, une semaine après, on va en avoir un autre, et ça va continuer à évoluer dans le temps. Il faut savoir que ça a quand même un certain goût de fermentation, mais qui peut être du très léger pour certains aliments au très prononcé, très fort pour d'autres. Est-ce que par exemple la choucroute donc, que vous avez citée et qu'on connaît très bien, est-ce que le chou de la choucroute c'est une lactofermentation également? Absolument, oui. Ouais, donc ça nous donne bien une idée de ce que rend la lactofermentation d'un produit frais à un produit donc lactofermenté. Avec le chou, hein. Oui. Avec le chou évidemment, oui, parce que si on met une carotte, ça fera pas de la choucroute. Et puis pour le chutney tout à l'heure, David, oui. En fait je fais des chutneys mais en lactofermentation. Ah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cuisson, c'est des chutneys crus. Alors rappelez-nous ce qu'est un chutney, après on vous donnera la parole à Gabi Leviona, mais alors... Oui, c'est un type de confiture sucré acide, voilà, dans lequel en général on rajoute des oignons, des échalotes, du poivre, etc. Voilà. Que vous faites à base de... Grossièrement. D'accord, que vous faites à base de produits lactofermentés donc. Alors là oui, en l'occurrence je le fais en mode lactofermentation. Absolument. Vous avez parlé de mangue, donc là vous faites pareil, vous mettez du sel sur les mangues, vous attendez et un ensuite... peu de sel, ou si on veut quelque chose d'unique, pour faire un chutney je mettrais effectivement un petit peu de sel, mais si je ne voulais pas mettre de sel du tout, je ne pourrais mettre qu'un petit peu de sucre. Si le fruit n'est pas suffisamment sucré, c'est même pas forcément nécessaire. Voilà. Très bien. C'est au choix. On peut. Il y a des gens qui aiment bien les choses un peu plus sucrées, un peu plus douces, d'autres moins. Et puis quand on a des fruits bien mûrs, quand on choisit bien ses légumes, ses fruits de base de toute façon, en général, on n'a pas vraiment besoin de rajouter du sucre. Très bien, merci Samuel Machon. Gabi Leviona, vous, votre truc de confinement que vous profitez à faire en ce moment, vous faites des expériences, des choses, à quoi vous occupez votre temps de confinement en ce moment en cuisine? Si vous en avez d'ailleurs, du temps. Ouais, alors non, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. Bizarrement, la solidarité oblige. Et en tout cas, moi, je vais vous dire franchement, je fais pas trop à manger à la maison. J'ai quand même un restaurant, donc. Mais quand je fais à manger, je fais des choses simples. Après, nous, on le fait tous les jours. Donc, en fait, ce que vivent les gens aujourd'hui en confinement, c'est ce que nous, on vit au quotidien. Donc, on n'a peut-être pas la même façon de réagir au confinement, mais ouais, ce que je vais faire à manger, c'est des choses assez simples. J'utilise beaucoup la marmite à riz, en fait. Je trouve ça pratique. Et plutôt que de cuire du riz dedans, je vais cuire différents types de céréales. Je vais cuire aussi des tubercules. En fait, j'utilise la marmite à riz assez souvent. Et ensuite, j'aime bien, quand on est en période de confinement, justement, moi, vider mes placards et faire en sorte que, voilà, j'ai plus de stock. Donc, les gens, c'est vrai qu'ils ont été un peu en panique et je comprends. Ils ont été faire du stock, mais en fait, le Covid-19 ne concerne pas les marchandises. Et donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de raison de se ruer. C'est important de faire ses courses une fois par semaine. Je veux dire, il ne faut pas y aller tous les jours pour respecter les consignes du confinement. Mais il n'y avait pas vraiment besoin de faire des gros stocks. Et donc, moi, j'en profite pour vider mon congélateur, vider les frigos, ainsi de suite, et m'assurer que voilà, j'ai pas trop de denrées alimentaires. Voilà. Merci, merci Gabi Leviona. Justement, on va peut-être retourner à Coné. Reprendre Giovanni, tu es toujours là? Oui. Est-ce que tu peux nous passer ta maman Giovanni pour qu'elle nous explique un peu justement comment ça s'est organisé dans la famille pour le confinement? C'est ça. Voir un peu comment vous, à Coné, vous vivez en famille, parce qu'on a vu, là, on a deux chefs, on nous ont raconté un petit peu comment ils s'organisaient, ce qu'ils faisaient. Mais une famille traditionnelle aujourd'hui dans le confinement, en famille, comment ça se passe concrètement? Comment sont répartis les rôles? Est-ce que les repas changent? Est-ce que les habitudes changent? C'est ce qu'on va poser comme question à ta maman. Elle est là? Oui, à côté de moi. Ah, elle nous entend? Elle peut nous parler? Est-ce que tu peux lui donner le téléphone? Oui. Merci. Merci Giovanni. Allô madame, vous êtes là? Oui. Bonjour madame. Bonjour.
Bonjour Karine. Bonjour. Karine, donc. Karine, vous êtes donc la maman de Giovanni. Vous avez écouté un petit peu ce qui a été dit depuis le début de l'émission ? Oui. Vous, comment ça se passe à la maison, cette période de confinement, au niveau cuisine ? Parce que bon, là, vous avez un chef, un jeune mitron à la maison, mais c'est vraiment lui qui prend les choses en main ? Ah oui, c'est lui qui se met au fourneau, mais en fait il cuisine il est tout le temps avec moi dans la cuisine depuis qu'il est tout petit. Et puis il a toujours été avec moi dans les casseroles en fait. Donc du coup, maintenant il cuisine tout seul, ouais. Hier soir il nous a fait le repas comme il vous a dit et il a vraiment cuisiné tout seul. Moi j'étais en rendez-vous et donc je l'ai pas aidé. Et est-ce que là, ces périodes de confinement, ça rapproche encore les liens, il passe encore plus de temps, il essaye des choses? Alors et puis... nous, ça nous a pas trop changé nos habitudes, parce que déjà, moi, je travaille à la maison, donc je travaille par ordinateur. Je fais beaucoup de télétravail, donc ça change pas grand-chose pour moi. Et quant à lui, il fait école à la maison. Donc de ce fait, ça n'a pas trop changé nos habitudes, et on cuisine toujours comme on cuisinait avant. Ah oui, pour vous, c'est vrai que l'école ne s'est pas arrêtée du tout, finalement. Ah non. Pas de problème on a continué de la même manière. Il est inscrit sur une école parisienne et donc il a continué à envoyer ses devoirs. On a continué à recevoir les cours et voilà, ça a été... ça n'a pas changé. En fait, ça n'a pas changé notre manière de vivre. Donc on a pris le confinement peut-être un peu moins violemment que les gens qui ont l'habitude qui n'ont pas l'habitude et du télétravail et de l'école à la maison. Vous étiez préparé? Oui, ça fait quelques années qu'on fait ça. Pour revenir en ce qui concerne la cuisine, on dit que la cuisine est un art et comme l'écriture ou la musique, elle permet de mettre en avant un petit peu sa philosophie, ses convictions. Quelle est la vôtre de philosophie culinaire? Alors on va poser la question à tous les trois parce qu'on voit à travers le blog de Giovanni, dont on imagine vous êtes un peu derrière quand même, Karine. On voit au départ, c'était mon blog. Ouais. Et puis maintenant, c'est lui qui fait les mises à jour et qui... je pense que grâce à l'école à la maison, on a pu développer ça et maintenant, il sait faire les mises à jour lui-même sur le blog. Et c'est lui qui écrit les articles, vous repassez pas derrière? On travaille un peu sur l'écriture, mais en fait, il est dans une école, enfin, il est au potentiel, donc il rentre en CM1. Il vient d'avoir 8 ans. Donc de ce fait, ça aide aussi pour pouvoir écrire, pour pouvoir mettre en page et pour pouvoir... ça nous donne des facilités, quoi. En tout cas, ce qui émerge à travers le blog, c'est beaucoup de cuisine santé, de cuisine saine, de cuisine locale. Est-ce que pour tous les trois, c'est quelque chose qui est important? Oui, pour moi, oui, en tout cas. Karine, ouais. Vital. Pardon? C'est vital. C'est vital, Samuel. Ouais. Vous, c'est quelque chose qui vraiment est au centre. Vous vous servez vraiment de la cuisine comme un vecteur un petit peu, on va dire, militant quelque part? Samuel? Pas forcément, mais moi je trouve que ça me paraît tellement logique de procéder de cette façon-là que je me pose même pas de questions, moi. Travailler des produits locaux, frais, de saison, ça me semble tellement évident pour moi que je me pose pas de questions et en fait c'est pas compliqué, hein. Enfin je veux dire, il suffit de respecter le cycle des saisons et de respecter aussi ce dont on a besoin nous. Nos besoins sont en corrélation avec les saisons et de ce qu'on peut trouver comme fruits et légumes pendant certaines saisons. Donc, de toute façon, tout ça, c'est naturel, enfin, pour moi. Est-ce que vous voyez aussi l'alimentation comme un soin du corps, comme un soin de l'esprit? Ah, nous, oui, en tout cas. Alors... Samuel. Pourquoi pas, oui, parce que de toute façon, c'est étroitement lié, hein, la santé et l'alimentation, il y a absolument rien à redire là-dessus. Maintenant, pour moi, c'est pas forcément un médicament. Le médicament, on le prend pour se soigner quand on est malade. Si on se nourrit bien, on n'est pas malade. On évite beaucoup de maladies. Alors, Gaby Levionnois, j'ose même pas vous retourner la question de savoir si pour vous la cuisiner localement est important pour vous, car on le sait à travers toutes les associations que vous menez, un Néo-Food, Pacific Food Lab. Donc on va passer directement. Je voudrais qu'on donne un petit peu des trucs, des astuces, qu'on a parlé de la choucroute tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut donner des trucs, des astuces à nos auditeurs, nos auditrices et nos téléspectateurs, des façons de faire de l'inspiration de cuisine internationale, mais de les ramener localement? On a mentionné par exemple la choucroute. Souvent, on prend du chou qui est importé pour faire des choucroutes locales. Est-ce qu'on pourrait utiliser des ingrédients ou prendre des ingrédients locaux pour adapter à des recettes internationales? Est-ce que vous avez des trucs particuliers dans cette voie-là? Oui, carrément. De toute manière, je rebondis un peu sur ce que Samuel dit. C'est important de manger local, donc il faut partir des ingrédients d'ici et ensuite aller chercher les recettes. Donc, ce qu'on fait en fait, la technique imparable pour ça,
C'est ce que j'utilise dans une recette, par quoi je peux substituer, avec quel produit local je peux substituer en fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos... Concrètement, voilà, si vous fonctionnez avec du chou pour faire une choucroute, en lactofermentation, il est possible d'utiliser la papaye. Et c'est même très bon. Donc, je veux dire, les possibilités sont énormes. Et faut juste oser, faut se renseigner, faut aller voir sur les blogs, justement, comme celui de Giovanni. Nous, justement, en tant que chef, c'est ce qu'on a à faire. C'est à faire le lien, la passerelle entre les différentes cultures culinaires et les beaux produits qu'on a ici. Et vous, Samuel, c'est aussi quelque chose que vous, au travers des formations que vous menez, que vous proposez, vous essayez d'adapter justement ces produits locaux à ces recettes, à cette internationalité de la cuisine? De toute façon, on travaille que des produits locaux. Ouais. Et ensuite, je donne toujours des recettes parce que les gens ont besoin de bases pour avoir des repères. Mais je leur explique aussi que ces recettes ne sont que des bases. Et qu'à partir de là, quand on comprend un peu les principes, et donc dans les principes, ça fait aussi partie de ces échanges de produits entre les produits locaux et les produits qui sont importés. Et quand on comprend comment ça fonctionne et comment on peut faire, donc ces principes-là, on peut faire beaucoup de choses. Et effectivement, c'est infini. Il peut y avoir beaucoup de travail de recherche, de saveurs, etc., comme disait Gabi. Et ça, donc, Karine, vous aussi, avec Giovanni, c'est des choses que vous essayez de mettre en avant et de mettre en application? Nous, on fait tout le temps ça, en fait. Ouais. On prend souvent... Alors, on fait souvent des concours sur lesquels Giovanni est jury. En fait, on a un ami en France qui a un gros site culinaire, justement. Et en fait, on essaye vraiment d'aller dans ce sens-là et de prendre des produits et de transformer des recettes et de changer par rapport aux produits locaux qu'on a et de saison. Donc, souvent, on donne aussi des astuces où on dit ce qu'on peut... ce qu'il peut y avoir, par exemple, en métropole ou en Europe et que nous, on n'a pas, etc. Et aussi, par exemple, là, sur le grain ball, quand il l'a mis, justement, ça, c'est une recette santé, puisque ça c'est fait exprès pour tout ce qui est sportif et pour les gens qui travaillent au niveau aussi intellectuel. En fait, ce travail-là, nous, le lait de coco, on l'a. L'huile de coco, on l'a. Les oméga 3, on les a. Ils sont bio, ils sont naturels. On a des gens autour de nous qui le font. Donc nous, on utilise ça. Mais on a ce qu'il a marqué sur la recette, c'est justement de ne pas prendre, si vous achetez du lait de coco, de ne pas le prendre en boîte avec des additifs. Il y a du lait de coco juste avec de l'eau en additif. Donc voilà, ce genre de choses, si Giovanni n'y pense pas, parce que c'est le genre de choses sur lesquelles il ne va pas nécessairement penser, ça, je lui fais marquer. Et est-ce qu'en cette période de confinement, c'est possible aujourd'hui, que ce soit à Koné, à Nouméa ou tout à l'heure on était à Canala, est-ce que c'est possible de continuer à manger avec des produits frais, des produits locaux et de cuisiner sainement finalement? Enfin, nous, on peut. Ouais. On a certains magasins qui continuent à faire... Nous, on a un magasin bio, on a certains magasins qui continuent à livrer, donc il n'y a pas trop de soucis. Et puis, on a des magasins en plus où on n'est pas obligé d'aller faire nos courses, en tout cas sur Koné, et sur lesquels on peut faire notre commande par écrit et ils nous la préparent, on arrive, on repart. Hein. On peut vraiment faire le confinement et cuisiner sainement, enfin, tout au moins dans les zones écapées. Et messieurs les chefs, qu'en est-il sur Nouméa et avec vos problématiques qui sont les vôtres du coup? C'est comment? Écoutez, moi j'ai pas trop de problèmes parce que j'ai pas mal de contacts avec des petits fournisseurs, même si je fais plus de restauration commerciale pour le moment. Donc on se donne des rendez-vous. Quand moi je peux pas y aller, c'est quelqu'un d'autre qui va pour moi parce qu'elle y va aussi pour elle. Enfin, il y a plein de petits producteurs, plein de petites personnes qui viennent sur Nouméa, qui se déplacent, qui font des livraisons, etc., etc. Donc oui, on y arrive. Et vous, Gabi Levionla, vous avez participé à la mise en place de la plateforme Miam Miam Local, page Facebook sur laquelle on peut trouver une carte interactive des endroits où on peut acheter des produits frais en Corse. Qu'est-ce que c'est cette carte? Qui l'a faite et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors cette carte, elle a été faite par l'intervention fruits et légumes, par Marjolaine Mito. Moi, je suis dans le conseil d'administration de l'IFEL. Et donc, en fait, on essaye de voir comment on peut renseigner justement les Calédoniens pour savoir où ils peuvent trouver des produits locaux, des produits frais. Vous savez, oui, c'est une vraie problématique de pouvoir accéder à ces circuits, à ces produits locaux. Donc, il y en a dans les supermarchés, ça c'est clair, mais il y a aussi beaucoup de paniers aujourd'hui qui sont constitués. Et franchement, je les salue parce que je trouve qu'ils font un acte solidaire fort.
de permettre en fait à des personnes d'accéder à ces produits locaux, à ces produits frais, de leur faciliter la vie et tout en respectant les consignes. En fait, ça va avec la période de confinement. C'est des processus qui sont en fait tout à fait adaptés à la situation. Il y a aussi des plateformes de livraison qui se sont montées. Et donc, en fait, on voit émerger actuellement, pendant cette période de confinement, des mouvements, des dynamiques qui existaient avant, mais qui sont vraiment en train de se développer. Là, on a quand même des conversations, en fait, quand on a des possibilités de manger. C'est qu'on a aussi des moyens pour acheter ces produits. Il faut aussi penser à toutes ces personnes qui n'ont pas les moyens de manger frais, de manger des produits locaux. Et c'est aussi pour ça qu'il faut venir en aide à ces personnes. Et on sous-estime, vraiment, je le dis à la radio, c'est qu'on sous-estime le nombre de personnes qui sont dans le besoin. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise de parler aussi de recettes, de produits locaux, de recettes savoureuses, de bien-être, de plaisir, de prendre soin de soi. Mais il faut vraiment s'assurer que les gens aient les moyens. Alors, en cette période de confinement, oui, ça change la donne. Je peux vous dire, clairement que les règles du jeu ont changé. Et elles vont changer sur le moyen terme et voire sur le long terme. C'est-à-dire ? Donc nous, il va falloir qu'on se réadapte dans notre façon de nous alimenter. Et il faut en profiter. Il faut profiter de prendre le pas pour voir comment on va manger davantage local. Quand vous dites que les règles ont changé, qu'est-ce que vous pouvez préciser, aller plus loin ? Je prends un exemple. Giovanni, c'est vrai que c'est une période de vacances, mais il y a 65 000 élèves qui ont dû quitter l'école. Et heureusement, je trouve que le gouvernement a pris les bonnes décisions. Et du coup, ils ne mangent plus à la cantine. Donc il y a tout un circuit, il y a 22% de la population qui ne mange plus à la cantine le midi. Et donc, qui retournent chez eux, et donc il faut quand même les alimenter. Donc les distributeurs et tous les maraîchers, tous les producteurs qui livraient avant les cantines n'ont plus ce marché-là. Et je vais en profiter justement pour dire que les règles du jeu, elles ont changé au niveau de notre système alimentaire. Les circuits d'approvisionnement, en fait, toute la chaîne alimentaire, elle a pris un choc. Et pour faire de la production, pour alimenter un pays, le ventre du pays, il faut absolument pas que ça soit interrompu. On ne peut pas casser en fait la chaîne de production agricole, la chaîne de transformation. C'est hyper important de maintenir, on pourrait dire, ce fonctionnement. Pour l'instant, on ne va pas le voir parce qu'on est dans une urgence sanitaire. Mais ce qui est important, c'est de faciliter l'écoulement des produits, des petits producteurs, des producteurs de manière générale, pour qu'on continue, pour qu'ils puissent continuer à nous alimenter. Justement, lundi, on avait une émission avec Le Gab et Bio-Calédonia, où donc là, c'était centré sur le bio, mais on parlait justement des producteurs qui expliquaient que les producteurs les plus éloignés de Nouméa avaient une difficulté à écouler leur stock en raison de ce que vous venez de dire, les cantines qui ne s'approvisionnent plus, et aussi un manque de transporteurs, alors que les producteurs les plus proches de Nouméa, eux, faisaient face à une demande accrue de leur panier ou des choses comme ça, auxquelles ils ne pouvaient pas forcément répondre parce qu'ils n'avaient pas prévu ce surcroît de production. Donc on avait vraiment un déséquilibre entre le Grand Nouméa et les agriculteurs qui sont plus éloignés, qui se retrouvaient avec une difficulté à écouler leur stock. Y compris dans les îles. Donc oui, c'est... Il y a des choses, des dynamiques qui sont en train de se mettre en place. Je sais que la CANC elle est en train de travailler sur justement comment faciliter l'accès de ces produits en fait éloignés pour les rendre accessibles en ville. En fait, la problématique, c'est comment alimenter les villes, parce que les broussards, les gens qui sont dans les îles, eux, ils ont les produits locaux, ils ont accès à ces super produits. C'est nous en ville, en fait. Et puis c'est là qu'il y a le plus de monde à nourrir, mine de rien. Il y a quand même les 2 tiers de la population de Nouvelle-Calédonie qui se situe dans le Grand Nouméa. Donc c'est là qu'il y a la plus forte demande, forcément, de fait. On est bien d'accord. Et je salue une initiative qui a été montée sur Païta le dimanche. Donc il y a un marché qui a été ouvert. Ils ont mis tous les protocoles en place justement pour respecter les gestes barrières, ainsi de suite. Donc l'homme s'adapte et a cette capacité de s'adapter très vite. C'est vrai que les marchés communaux, c'est un autre circuit où tous les petits producteurs pouvaient ou peuvent écouler leurs produits. Mais ça va être important de recréer du lien en cette période-là très rapidement entre les îles. Donc que les îles puissent continuer aussi à approvisionner leurs collègues, leurs amis, leurs familles qui sont à Nouméa ou en ville.
Et donc, il faut organiser tous ces circuits de collecte et de livraison sur la capitale, le Grand Nouméa, Dambéa, Païta, ainsi de suite, quoi, voilà. On aura bien compris le fait d'encourager, tout en respectant les gestes barrières, malgré ce confinement, d'encourager les producteurs de produits frais, d'aller encore sur les marchés, d'aller acheter chez les maraîchers, etc., etc. Mais tout à l'heure, on avait été avec Clarisse de Canala qui nous proposait une recette de poé avec de la farine de manioc qu'elle achetait. Et donc forcément de l'extérieur, parce qu'on n'en produit pas de façon industrielle sur le territoire. Est-ce qu'on pourrait donner, pour conclure cette émission, quelques trucs comme ça qu'on peut faire chez soi, comme par exemple le lait de coco, la farine de manioc, qu'on peut peut-être faire chez soi plutôt que de l'acheter. Est-ce que vous travaillez justement, peut-être Karine, Samuel ou Gabi, des choses qu'on aurait tendance, nous en tant que consommateurs, à acheter au supermarché, mais qu'on peut fabriquer nous-mêmes? Moi, je fais ma farine de riz. C'est très simple, hein. Vous mettez dans le blender votre riz. Le riz, il n'y a jamais de sulfite, donc c'est sain. Vous pouvez remplacer votre farine de blé avec. Ça va être un peu plus fin, il va falloir un tout petit peu en rajouter. Alors au début, c'est pas parfait. Après, quand vous avez la technique, c'est bon, ça remplace et c'est beaucoup plus sain que ça. Et vous l'achetez pas. Parce que si vous achetez la farine de riz, c'est dans certaines recettes, vous en avez besoin, ça coûte hyper cher. Alors que du riz normal que vous achetez, il n'y a pas déjà d'additifs, il n'y a pas de sulfite justement. Alors bio peut-être, Karine, non, justement pour éviter les pesticides. Non, mais le riz, vous le prenez local ou vous le prenez... De toute façon, il est toujours bio, le riz. Ils mettent rien dans le riz. C'est un des seuls aliments dans lequel il n'y a rien. Intéressant. Donc, pour faire votre farine, c'est magique. Nous, on utilise ça, voilà. Donc déjà, farine de riz, on peut faire la farine de riz. Donc pour le procédé, on va demander, on mettra une recette que vous devez avoir sur votre blog, j'imagine. Oui, on va la partager sur la page NC La Première Radio. Samuel, par exemple, vous, un produit qu'on a tendance à acheter mais qu'on peut faire localement, qu'est-ce que vous préconiseriez? Alors moi, je donne toujours des exemples un peu extrêmes. Je parle souvent du ketchup, par exemple. Allez. Ce genre de questions. Un ketchup, on sait très bien que les ketchups qu'on trouve dans le commerce sont pleins d'additifs alimentaires qui sont pas forcément bons, beaucoup de sucre, très sucrés, etc. Et par exemple, apprendre à faire son ketchup soi-même, c'est pas très long, c'est pas très difficile, ça ne demande pas des compétences extraordinaires pour un peu qu'on ait trouvé une recette qui nous plaise. Et ça peut être un bon moment à passer aussi avec ses enfants, ils peuvent participer, puis c'est surtout pour eux. Donc en fait, on peut tout refaire soi-même. Hein. Alors parfois, il faut un peu de matériel, parfois il faut un peu de connaissances, c'est vrai. Il faut du temps. Ça, c'est vrai aussi. Mais je pense qu'on peut tout apprendre à faire soi-même. Et on peut refaire, avec les produits qu'on trouve sur le territoire, on peut faire plein de choses soi-même au lieu de l'acheter dans le commerce. Et l'occasion de s'occuper sainement en ces périodes de confinement. Et pour conclure, Gabi Levionnois, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce sujet? Ce que j'ai envie de dire très rapidement, s'il vous plaît. En substituant la farine, déjà, si votre mari il fait un gâteau, c'est déjà pas mal. Il y a une copine qui m'a envoyé une photo là sur Facebook de son mari en train de faire son gâteau. Ils sont mariés depuis 35 ans. Elle a dit c'est la première fois. Donc elle regrette pas le confinement parce que ça va le détour. Maintenant, substituer des ingrédients, faut pas lutter. Hein, c'est pas une question d'opposer la production locale et les imports. Faut travailler avec. Si la farine c'est pratique, utiliser de la farine. Bon, voilà, une petite recette très simple, c'est l'avocat en ce moment, ça va être la pleine saison, en espérant que les producteurs de l'IFO puissent nous en envoyer, là. J'envoie un petit message. Et on va remplacer le beurre par de l'avocat écrasé et par exemple avec du chocolat fondu à 36 degrés. C'est ça, 36 degrés. À 36 degrés. Et vous mixez pour moitié de l'avocat dedans et ça vous fait une super mousse. Super, merci beaucoup Gabi Levionnois, Samuel Machon, Karine et Giovanni et Clarisse à Canala d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé vos expériences culinaires. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Marilyn, je vous dis au revoir brièvement également. À demain. Au revoir David, bon appétit. Ligne directe première partie, merci à vous aussi. Ligne directe première partie, c'est terminé. Moi je retrouve, merci à Vincent Rigaud pour la technique.